Bon, on va démarrer. Allez, on démarre. Allez, on Ouais, démarre. Voilà. Donc, pour commencer, on va d'abord se présenter un petit peu. Donc, Mhm. pour ceux qui sont des habitués de ces webinaires, nous connaissent un petit peu, mais moi, je suis Marie-Christine Moll, je suis médecin, gestionnaire de risque, et je suis aussi le responsable de la prévention médicale. Donc, on accueille aujourd'hui Pascal Molot, qui va se présenter. Oui. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours bizarre pour moi de faire une conférence sans vous voir, mais je suis contente de savoir que vous êtes en ligne. Donc, j'étais médecin hospitalier pendant une vingtaine d'années et maintenant formatrice en communication non violente depuis presque 20 ans. Ah. Et j'interviens maintenant principalement dans le secteur de la santé et le secteur social sur le thème de la communication, comme on va le détailler aujourd'hui. Ok, donc on se connaît depuis longtemps, donc on va se tutoyer, ne vous étonnez pas. Donc on va démarrer sur ce sujet qui est un sujet très important. Alors bon, moi c'est pareil, j'ai beaucoup travaillé dans les hôpitaux et sur les problématiques de risque et d'événements indésirables graves pour que évidemment ce sujet paraisse très important puisque comme vous le voyez sur cette diapositive, bon, la plupart des événements, d'abord ils sont nombreux les événements indésirables graves associés aux soins. C'est qu'on dit moyennement il y a à peu près un événement indésirable grave tous les 5 jours dans une unité de 30 lits, c'est les enquêtes éministes qui le disent. Mais donc, on retrouve à peu près des chiffres similaires un peu partout dans le monde. Donc, vous voyez là aux USA, 70% des événements sentinelles ou analysés sont dans la cause et la communication. Quand on retrouve en France, quand on travaille sur les NIS, je vous ai donné les chiffres, la plupart c'est 40% qui sont évitables. Et donc dans ces 40%, beaucoup les causes concernent la communication. La HAS a fait des études aussi sur l'accréditation des médecins, une paradis à risque, et vous avez aussi beaucoup d'événements qui sont attribués à la communication. On sait très bien que ce soit d'ailleurs à l'hôpital ou d'ailleurs en ville ou entre le lien ville-hôpital, qu'il y a beaucoup de problèmes de continuité des soins qui sont l'objet d'événements indésirables. Et dans ces discontinuités des soins, il y a quand même des causes qui sont liées à la communication sous toutes ses formes, à la coordination entre les personnes qui prennent en charge le patient, à des erreurs d'évaluation qui sont souvent liées aussi à la représentation qu'on a des choses et des faits, et des causes qui sont liées aussi au comportement des soignants et puis parfois aussi des patients. Hein, donc, voilà. Et donc la compréhension entre toutes ces personnes. Donc, On peut déjà dire, Marie-Christine, oui. là-dessus, que sur cette histoire de communication et de coordination défaillante, récemment, j'interviens beaucoup, en présentant, je ne vous ai pas dit clairement, mais j'interviens beaucoup dans des hôpitaux, et notamment aux urgences sur des avancées d'agressivité. Et j'ai eu assez récemment un événement indésirable grave qui était lié à un défaut de communication entre le médecin du service qui appelait aux urgences, qui est tombé sur un autre médecin. Et à l'intérieur du service même des urgences, ils ne s'entendaient pas bien entre deux, il n'a pas passé la transmission et rien n'était prêt quand la patiente est descendue. Voilà, c'est assez classique, Voilà. malheureusement. Alors, on a déjà beaucoup parlé dans d'autres conférences précédentes des équipes et des caractéristiques des équipes performantes, on va dire. Donc, on voit bien que dans les caractéristiques, d'abord, une équipe, c'est une équipe, c'est des gens qui travaillent ensemble, mais pas juste côte à côte. Donc, il y a quelques caractéristiques. Alors, vous en avez une certaine liste, mais vous voyez que dans les caractéristiques qui font une équipe performante, il y a quand même la coordination. Il y a aussi tout ce qui concerne le respect mutuel, la participation active des membres, la reconnaissance des contributions de chacun, l'écoute, hein, et puis donc voilà, tout ce qui concerne finalement l'interdépendance des individus les uns avec les autres. Donc la communication reste un élément majeur, parce que bien sûr, on apprend bien sûr à parler, mais est-ce qu'on apprend vraiment à communiquer? Oui, juste Marie-Christine, sur la diapositive précédente, en fait, cette notion d'équipe et cette notion voilà, d'encourager l'interdépendance de l'équipe, c'est fondamental. En fait, je crois que la clé, c'est développer un climat de confiance qui fait qu'on va oser demander. Tu vois, si j'ai un doute, voilà, que je puisse oser te dire, écoute Marie-Christine, je voudrais ton avis, je suis pas sûre, ou peut-être même j'ai fait une erreur, c'est juste énorme. C'est très important. Et ça, c'est pas évident. Ça va en parallèle, bien sûr, avec la reconnaissance des compétences des uns et des autres, mais cette notion-là d'interdépendance est énorme. Vrai et de soutien mutuel pour la sécurité du patient. Dans les erreurs, on voit souvent des personnes qui ont des doutes. Alors souvent des infirmières par rapport à un médecin qui ont un doute, qui ne vont pas réussir à les confirmer en allant interpeller le collègue et qui vont réaliser l'acte alors que le doute n'est pas levé et du coup avoir un accident. Oui, par peur d'être remis en question. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment énorme. D'être considéré comme incompétent parce qu'on pose une question. Donc on disait qu'on apprenait vraiment à parler, mais est-ce qu'on apprenait vraiment à communiquer? Donc ça, c'est
pas de question, je pense. Voilà, donc ça fait des années, bien sûr, qu'on connaît le modèle émetteur-récepteur, hein, depuis même les années, je crois, 1949. Et en fait, on s'aperçoit que entre un message qui est émis et le message qui est reçu, il y a souvent des malentendus. Tout à fait. Les malentendus, ça peut venir de moi qui me suis mal exprimé, ou ça peut venir de l'autre qui effectivement a interprété. Dans le domaine médical, en tout cas, c'est plus grave. Si on dit fais 1 de morphine, ça peut être 1 milligramme de morphine, ou ça peut être une ampoule. Bien sûr. Donc c'est juste... Donc, il y a quelques petites conséquences assez problématiques de communication. Alors, entre les professionnels, un défaut de transmission peut mettre en danger la sécurité du patient. C'est juste évident, cacher une information, ou bien simplement parce qu'on ne s'entend pas avec quelqu'un d'autre, donner des éléments sur un dossier, mais pas complètement. J'ai cité tout à l'heure cet exemple aux urgences, où le médecin disait « mais c'est pas moi qui suis en charge cet après-midi », et il ne s'est pas déplacé pour aller voir l'autre, parce qu'ils avaient une mésentente. Oui. On a mis aussi dans la bande, l'exemple que tu as mis dans la bande-annonce, c'est vraiment intéressant, par rapport à l'altercation qu'il y avait eu entre l'infirmier et l'anesthésiste. Alors, avec les patients, c'est assez grave, parce que avoir des préjugés, penser qu'un patient peut stimuler. Je me souviens quand j'étais en maladie vasculaire, on avait une patiente qui était légendaire, qu'on connaissait depuis toujours. Oui. Et ça, les préjugés sont vraiment gravissimes, parce qu'on dit on la connaît. Et effectivement, elle stimulait souvent des phlébites, jusqu'au jour où, elle en avait pour de vrai, elle en avait vraiment une, et j'ai un petit peu interprété, bien sûr qu'on l'a rattrapée, mais ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis dit vraiment, attention. Dans les conséquences importantes, c'est l'insuffisance de confiance pour que le patient ose dire des éléments que lui peut juger ridicules, mais qui paraissent, qui sont en tout cas indispensables. Alors, là, par exemple, la HAS actuellement a une grande campagne pour impliquer le patient dans sa sécurité de ses soins. Donc, ça veut dire que la fois le patient ose dire, mais qu'il s'autorise en fait à dire, parce qu'il sait qu'en face le message va être reçu. Oui. Oui, je me souviens en cardio de patients, je l'avais déjà cité la dernière fois, mais cette femme qui avait un engorge plastique, en fait, on lui a fait plein d'examens, et puis après la visite du patron, elle m'a dit mais vous savez, docteur, j'ai posé le dire au professeur, mais moi je sais que j'ai mes crises d'angine de poitrine quand je dis oui à mon mari alors que je pense non. Et du fait simplement d'avoir reconnu ça, elle n'a plus jamais fait de crise, alors qu'on avait fait énormément d'examens. Bon, ça a l'air tout bête, mais ça fait partie de... Oui, bien sûr, des choses que si le patient a peur d'être jugé, pense que c'est bénin, parce qu'il y a quand même pas mal de patients de gens qui sont très résistants à la douleur et qui ne vont pas oser citer des petits inconvénients jusqu'au jour où ils arrivent beaucoup trop tard, quoi. Et puis bien sûr, pour la compliance au traitement, les freins, je suis beaucoup intervenue en diabétologie, on le sait aussi en cardio, que très peu de gens suivent vraiment leur traitement, ont parfois même plaisir à cacher qu'ils n'ont pas suivi par une sorte de fierté, et ça c'est grave, quoi, à la fois en termes de coût et en termes de sécurité. Parfois il y a des raisons qui font qu'ils ne le suivent pas, mais ils ne les expriment pas en fait. Oui, et donc il n'y aura pas de sécurité s'ils ne décrivent pas les événements indésirables graves. On apprend beaucoup en écoutant les patients sur des choses qu'on ne connaît pas, parce que les études cliniques nous donnent des éléments sur les événements indésirables, tu le sais bien, mais pas tout. Oui. Et puis alors on sait que quand même que dans les études qui sont sorties, que les médecins n'écoutent pas beaucoup leurs patients, parce en tout cas pas longtemps. C'est-à-dire qu'un patient qui rentre dans un cabinet de médecin, au bout de 17 secondes, ça y est, on l'interrompt pour lui poser des questions. Oui, tout à fait, et je l'ai vérifié personnellement, parce que j'étais très vexée quand j'avais lu ça, mais je faisais la même chose, quoi. On a l'habitude d'un interrogatoire, c'est ce que tu as mis dans le titre, on a l'habitude d'un interrogatoire, et on ne laisse pas le patient passer par tous les détours dont il a besoin pour en venir au fait. Alors c'est sûr qu'on a la pression du temps et que c'est pas simple, mais on va voir tout à l'heure que la reformulation, c'est juste énorme. Alors il y a bien sûr avec les patients, mais il y a aussi entre les professionnels, et puis donc il y a d'autres conséquences en fait. Qu'est-ce qui donc est important de faire en fait? Oui, alors il est important. Sur la diapo précédente, tu as vu qu'il y avait le gros stress aujourd'hui des soignants, c'est les plaintes. C'est les plaintes et les procès. Or là, justement, en développant cette qualité de communication, en prenant le temps de reformuler, en prenant vraiment grand soin d'élaguer nos préjugés, je donnerai tout à l'heure peut-être un exemple, on va créer un climat de confiance. Donc, ce qu'il est essentiel d'apprendre, c'est d'apprendre à dire les choses et à reformuler pour éviter les malentendus. Ça, c'est énorme. À reformuler nous-mêmes et à demander aussi aux patients en fait ce qu'il a compris. Tout à fait. Alors, tu parlais des plaintes. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les plaintes du côté de l'assurance, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de plaintes sur des événements indésirables qui ne portent pas tant sur la conséquence, mais sur le fait que finalement, le patient n'avait pas eu d'informations suffisantes et la confiance suffisante avec son praticien. C'est ça. Et parfois, il a eu l'information. J'avais encore récemment une secrétaire en cancérologie qui s'était vraiment agressée, mais disant mais comment, on n'a rien dit, etc. Alors que le médecin l'avait dit, mais sous le coup de l'émotion,
C'est Elle juste l'avait pas pas entendu, possible. bien Elle sûr. n'est pas possible d'entendre. Donc, ça demande, avec beaucoup de délicatesse, de dire à la personne, écoutez, je sais que notre jargon médical est souvent compliqué, mais c'est important pour moi. Pouvez-vous me dire comment vous avez compris, Oui, c'est en tout ça. cas, l'information. Et puis, repérer les préjugés et savoir les transformer. J'ai pas eu souvent, on va dire, de plaintes dans ma carrière, mais j'ai eu quand même un exemple assez cuisant d'un patient qui était atteint d'un lymphome, qui était un homme très grand, Très grand, oui. même si je suis grande, Oui. c'est quand même un homme très grand, prof de maths. Mhm. Et d'emblée, le courant passait pas très bien, en fait, entre lui et moi. Et moi, j'avais ce préjugé qui me faisait pas confiance, que c'est parce que j'étais une femme, j'étais une chef de clinique, qu'il aurait préféré être soigné par le patron. Oui. Ce qui fait qu'en fait, j'ai traîné ça de consultation en consultation, tout en faisant vraiment le maximum, justement, pour pas faire d'erreur, jusqu'au jour où il a porté plainte. Et quand j'ai appris que c'était pour manque Bonne information, d'informations, c'était alors là, j'ai surprise. piqué une énorme Bah colère. oui. Ah ben, une énorme colère. Et je lui dis, mais comment je vous ai donné tous vos éléments, tous vos protocoles, vraiment semaine par semaine. J'ai jamais fait ça avec qui que ce soit. Il m'a dit oui, mais vous ne m'avez pas donné les clichés. Et je lui dis, mais vous ne pouviez pas me les demander, non. Alors, je dis vraiment, il n'y a pas de confiance entre vous et moi. La porte, c'est par là. J'étais dans une énorme colère. Et ce qui était très dommage, là, ça n'a pas trop prêté conséquence, on pourrait dire, sur la qualité des soins, mais quand même, Oui, ça c'est aurait un pu. homme qui se mettait à dos tout le monde et qui a fini par mourir, non pas de son lymphome, mais en fait d'une crise cardiaque, tellement il était colérique. Donc cet exemple m'a beaucoup marqué pour repérer en tout cas les préjugés, soit comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginer que le patient simule, ou bien j'en avais un autre en centre de traitement des hémophiles, je trouvais qu'il arrivait régulièrement la veille des ponts. Donc j'interprétais que ces Oui. douleurs étaient majorées parce qu'il voulait un arrêt de Oui, travail. d'accord. Et d'ailleurs, il me l'a dit, il m'a dit, docteur, j'ai l'impression que vous pensez que je viens pour avoir un Oui. arrêt de travail. Et là, bon, on arrive, j'ai eu l'honnêteté de dire, écoutez, je trouvais qu'il y avait quand même une coïncidence, mais et ça a été chouette de pouvoir en tout Donc, cas on les discutait. reconnaître. Ouais. Hein, mais en tout cas, effectivement, les reconnaître parce que on peut passer à côté des diagnostics. Les Ou, préjugés, c'est vraiment voilà. quelque chose de difficile, hein, parce Oui. qu'on en a tous, on a Oui. des a priori et des Absolument. préjugés. Et puis en fait, souvent la rumeur, elle court. Donc avant même d'avoir vu un patient ou avant même d'avoir commencé à collaborer entre collègues, ça peut aussi arriver. Et puis, je crois que sur la diapositive, il y a apprendre, il manque juste un mot, c'était apprendre à partir de nos erreurs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, dans la gestion de risque, on est beaucoup sur l'apprentissage par rapport aux erreurs, hein, Oui, le oui. retour d'expérience et tout Oui. ça. Hein. Apprendre à partir de nos erreurs, mais grâce à ce climat de confiance, en fait, sans culpabiliser. Je ne sais pas si on y revient après, mais sinon tu me feras penser, mais j'ai fait oui, on le verra peut-être pour prendre soin de soi. Oui. Donc, quelques pièges et obstacles, ben oui, s'arrêter à des a priori, ne pas remettre en cause ses jugements. Ça, c'est vraiment important. Penser que le patient se plaint trop ou bien qu'il ne fait pas d'efforts, ben, c'est juste essentiel. Et dans notre dossier médical, on travaille beaucoup l'observation. Oui. Donc être très très attentif à ce qu'on voit et à ce qu'on entend et faire la part des choses de tout ce qu'on peut rajouter Oui. par-dessus. C'est pas forcément facile, mais c'est notre responsabilité. Donc l'agressivité, c'est vrai que le médecin, souvent, le médecin pédiatrie courante, quand quelqu'un est agressif, on le prend vraiment de façon personnelle. Donc là, c'est difficile de... Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ne pas le prendre d'une autre façon? D'une autre façon. C'est énorme parce qu'on est en beau être médecin, infirmière, kiné, cadre, on est quand même des humains. Bah oui, donc bien sûr. c'est sûr que là, on va avoir, si on regarde un peu le triangle de nos besoins, de nos postures, ce serait que personnellement, on pourrait se sentir remis en question. Et professionnellement, la clé, ça va être de savoir que quand quelqu'un est agressif, en fait, c'est qu'il a peur. Et que ne pas écouter son agressivité au premier degré, Oui. mais écouter derrière, en fait, c'est quoi son stress, c'est quoi sa peur et c'est quoi ses besoins. D'accord. Et il y a des tels, parce que j'ai parlé des préjugés des soignants, mais on a aussi des préjugés des patients. Évidemment. D'accord? S'ils ont une peau de couleur, s'ils ont une origine différente, ils vont facilement penser qu'on est raciste. Voilà. Ou il peut y avoir des préjugés que les médecins n'écoutent pas, ou qui veulent toujours avoir raison. Il peut y avoir des préjugés bilatéraux, mais c'est quand même nous qui avons la responsabilité, Ben oui. en tout cas de moyens. Et interpréter leur questionnement comme un manque de confiance, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi avec ce patient qui avait ce lymphome. Comme moi-même j'étais insécure, j'interprétais en tout cas ces questionnements, le fait qu'ils veulent voir tous ces protocoles comme un manque de confiance. On a vu la pression du temps, hein, Oui, cette histoire d'interrompre trop Aujourd'hui, vite. on a l'impression du temps dans les établissements de santé, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Hein. Non, qui n'est pas neutre. La productivité, la pression du temps, les facteurs économiques. Oui, et je crois qu'il faut quand même être réaliste. On peut faire tout ce qu'on veut en termes de communication. Quand on a 10 minutes pour voir un patient, c'est quand même pas suffisant. Non, c'est clair. Donc je pense que c'est important de le garder à l'esprit et de ne pas culpabiliser non plus. Et puis, un des pièges qui est énorme, c'est vraiment notre conditionnement en tant que médecin.
ou même en tant qu'infirmière ou kiné, mais en tout cas en tant que médecin, savoir pour l'autre de notre posture de professionnel. Alors ça paraît bizarre, parce que bien sûr qu'on a un savoir médical, mais en même temps, si on écoute bien, le patient, il nous apprend des choses qui peuvent nous déconcerter, mais c'est vraiment important d'apprendre. Il a lui-même une expérience de sa maladie, oui. Donc il faut l'entendre. Quelquefois, même, ils ont une vraie expertise de leur maladie. Oui, parce qu'on a de plus en plus maintenant les patients experts, et on a des cursus qui sont extrêmement, je dirais, efficaces, notamment pour la compliance au traitement, qui sont l'apprentissage, effectivement, entre patients. Et puis, bien sûr, toutes les peurs, quoi. Alors, on va passer à une figure dans votre domaine, qui est Monsieur Marshall Rosenberg. Rosenberg, oui. Et donc, j'ai eu la chance, effectivement, de le rencontrer après vraiment des années de formation, parce qu'en fait, j'ai commencé, moi, en hématologie. En hémato, ça m'a amené très vite à l'annonce de maladies graves, de diagnostics. Mon patron disait que j'étais trop sensible, donc j'ai fait toutes ces formations en soins palliatifs, qui m'ont beaucoup appris. En groupe Balint aussi, et je recommande à tout le monde, en tout cas, d'avoir un groupe de parole, d'avoir un lieu vraiment où on écoute et où on travaille sur nos émotions, sur quoi en faire. Et jusqu'au jour où des amis m'ont dit, mais toi qui te questionnes toujours sur la relation aux familles, aux patients, il faut absolument que tu rencontres. Il y a un mec génial qui vient à Paris, Rosenberg, qui est un psychologue clinicien, qui lui-même a beaucoup travaillé à la fois sur la violence et sur toutes les difficultés d'apprentissage en fait chez l'enfant, mais on peut extrapoler en fait à la relation soignant-soigné. Et il dit que la violence, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a de l'agressivité aux urgences, ou de l'agressivité entre professionnels, c'est une expression tragique de besoins insatisfaits. Et tout à l'heure, quand on disait nous avons appris à parler, mais pas à communiquer, en fait je vais t'agresser ou on va s'agresser réciproquement, simplement par difficulté à dire clairement ce qui est important pour nous et avoir les bons mots en fait pour le dire. Bon, donc alors c'est quoi cette communication non violente? Oui, c'est vrai, on n'a pas développé. Voilà. Donc, c'est difficile de dire exactement ce que c'est, parce que c'est à la fois une pratique, mais au-delà d'une pratique, c'est presque vraiment une philosophie et un art de vivre. Donc, ça va être réapprendre quelque chose que nous savons déjà. Réapprendre. On a l'impression de savoir, en fait. Oui. C'est exactement ça. Voilà. Sincèrement, c'est des choses qui paraissent simples, mais un peu aussi comme dans l'approche SAED, c'est de réordonner en fait des choses qu'on sait, et de savoir sous stress en fait y avoir recours. D'accord. Donc, alors il y a quatre grandes catégories. Donc, il y a des compétences d'abord psychosociales. Oui, en fait, on retrouve avec la communication non violente les catégories de compétences psychosociales définies par l'OMS, à savoir apprivoiser ses émotions et le langage des sentiments. Je voyais que quand j'étais débordée d'émotions moi-même pour annoncer un diagnostic de rechute de leucémie à une maman de 3 enfants, ce n'était pas l'idéal pour rester en empathie avec la personne. J'étais humaine, mais ça, c'était un travail que j'ai eu besoin de faire. Il y a apprivoiser ses émotions dans les deux sens, c'est-à-dire que ne pas en avoir du tout, c'est pas bien non plus. Non, être blindé non plus. Voilà. Non, être blindé non plus, parce qu'en fait, ce qu'on ressent, en fait, nous informe. Oui. Donc, si tu as une inquiétude, quand on dit, une infirmière aux urgences me disait, mais ce patient, je ne le sens pas, je faisais vraiment confiance. Donc ça, c'est sûr que apprivoiser ses émotions, le langage des sentiments, pour être capable de le dire, pour être, on verra tout à l'heure que c'est important d'instaurer un climat d'équivalence avec le patient et de pouvoir parfois parler de notre inquiétude, parfois parler de notre malaise, etc. Avoir de l'empathie pour les autres, que ce soit les patients, les familles, mais aussi les collègues. Je disais au début dans cette étude canadienne, la caractéristique d'équipe qui fonctionne bien, il y a effectivement de l'empathie, on ose se dire, on n'est pas jugé, on peut venir en soutien mutuel. Parce que si vous avez des collègues qui ne sont pas bien et qu'ils le disent, on peut être, en veille pour eux, c'est-à-dire les aider. Si on sait qu'ils sont dans des situations difficiles, ils peuvent commettre des erreurs éventuellement. Et si on est au courant, on peut éventuellement les aider à récupérer les erreurs, etc. C'est énorme, quoi. À la fois dans oser se dire, dans oser exprimer ses limites, donc savoir prendre des décisions, bien sûr, quand on est aux urgences, quand on est... oui, quel que soit le poste, quoi. Pouvoir aussi... parfois poser des limites quand il y a un professionnel qui en tout cas est dangereux, c'est pas simple en tout cas entre médecins. Je le voyais encore récemment dans un groupement hospitalier territorial, comment voilà, parfois un médecin qui est alcoolisé, ça va pas. Donc il peut y avoir des décisions pas faciles toujours à dire. Puis dire aux gens, à quelqu'un qui ne se sent pas bien, écoute, tu peux sortir du soin et ça pose pas de problème, quoi. Sans que pour autant ils se sentent dévalorisés ou remis en question. Voilà. Et c'est ça qu'on va apprendre en fait, c'est comment dire pour oser dire. Voilà, même des choses en tout cas délicates. Alors ça marche bien dans la vie courante, cette affaire-là, aussi bien que dans les soins, mais dans les soins, alors est-ce qu'il y a une particularité
par rapport au domaine du soin. Oui. Alors, le premier élément est essentiel. On voit aujourd'hui, donc tenir compte de soi, de son ressenti et de son besoin, c'est juste énorme. On voit le nombre de burn-out qui augmente de Ah oui, façon très inquiétante, en tout tout à cas fait. chez les soignants. Le stress au travail, on parle énormément de souffrance au travail et de risques psychosociaux. Je dirais un médecin épuisé ou une infirmière ou un cadre est bien plus à même, en tout cas, de Ah faire bah ça, des, c'est clair. voilà, de faire des erreurs. Je me souviens je dirais, en tout cas, la seule erreur dont je me souviens, parce qu'elle a été reprise, c'était aux urgences. J'avais dû faire en fait 2 gardes d'affilée parce que le collègue n'était pas venu, il n'y avait personne pour remplacer. Bon, et je suis passée à côté des diagnostics à 3 heures du matin. Heureusement, ça n'a pas prêté à conséquence. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure parce que le patron qui m'a fait venir le lendemain pour me signaler l'erreur a eu une qualité de communication qui était énorme, qui m'a vraiment permis d'apprendre un diagnostic différentiel auquel je n'avais pas pensé. Mais en tout cas, tenir compte de soi, de son ressenti et de ses besoins, c'est pouvoir demander, comme tu disais tout à De l'heure, du l'aide, soutien si je bien suis pas sûr. bien. C'est pouvoir dire, là, je suis épuisé, j'ai besoin de m'arrêter. Et puis, en faisant confiance qu'on peut trouver des solutions quand même de remplacement, même en contexte Bien sûr. tendu. Et c'est pouvoir en tout cas tirer l'alarme, savoir comment dire pour être mieux entendu. Ça, c'est juste essentiel. Quand on voit un comportement à risque, euh, vraiment, je voyais qu'entre médecins, on se faisait la remarque là, dans un hôpital où j'intervenais récemment, entre des cancérologues, qu'ils avaient beaucoup plus de mal à se dire les choses, faisaient remarquer les secrétaires infirmières parce que je formais une équipe en entier, et elles étaient étonnées qu'il y ait plus de mal. Mais qu'effectivement, entre médecins, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si tu as une idée, mais oser se dire, on se dit, oh là là, mais je vais me passer en supérieur, Ah bah, je pense je vais que remettre en oui, je question pense que c'est ces... une remise en cause que les gens ont du mal à faire. Ils ont l'impression qu'ils vont être jugés. C'est un peu le côté un peu héroïque de la mission de médecin. C'est peut-être un peu ça qui est C'est ça. en cause. Et en même temps, je dirais que si on était en équipe, je passerais un pacte avec toi, que tu me dises si jamais tu me voyais Oui, avoir oui. un comportement qui était à risque. Là, l'autre jour, c'était bon, c'était plus simple. C'était une cadre par rapport à une infirmière en psychiatrie qui disait à une patiente vraiment fragile qui avait déjà fait 2 tentatives de passage à l'acte, écoutez, si vous ne dînez pas, retournez dans votre chambre. Donc, je veux dire, c'est évident qu'en termes de recadrage, savoir comment dire pour être mieux entendu, c'est important. Que ça soit, là, j'insistais sur entre professionnels, mais parfois aussi avec des patients. Je sais que régulièrement, j'ai des patients ou des gens de mon entourage qui me disent, mais parfois, le médecin m'a dit, mais enfin, si vous ne suivez pas le traitement, je ne peux plus rien pour vous, quoi. Oui. Voilà, donc dire des choses comme ça, c'est pas simple. Par contre, que le médecin puisse dire qu'il est démuni, Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire la même chose, mais différemment, pour le faire que ça soit Voilà. entendu. Et puis, donc, vraiment, les 2 clés de la communication non violente, c'est comment dire pour être mieux entendu et comment écouter pour entendre la souffrance derrière des reproches ou des exigences. D'accord? Quelqu'un qui dit, voilà, votre traitement ne marche pas, ou bien de toute façon, votre collègue, lui, il était beaucoup plus à l'écoute, ou bien, voilà, vous ne me comprenez pas. Pouvoir entendre derrière ça que la personne, elle a juste besoin d'écoute, elle a besoin de confiance. Oui. Euh, Donc, oui. en fait, il faut savoir décoder. Oui, absolument. Retrouver du sens dans lequel tu le remplaces. Comment est-ce que je le place? À savoir que c'est souvent la lassitude, et notamment c'est souvent dans les maladies chroniques, où j'interviens aussi beaucoup en EHPAD. Donc, dans les maladies chroniques, les soignants souvent sont démotivés, d'autant plus démotivés quand ils ont la pression du temps, tu le disais tout à l'heure, Oui. par exemple, même pas, je crois que c'était 11 minutes en EHPAD pour faire des toilettes, enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de faire bien leur travail, en fait. Non, voilà. L'impression aussi qu'on leur impose de plus en plus. Je sais que pour tous ceux qui sont chefs de service, par exemple, être sans arrêt à rendre des comptes, ça finit par faire perdre, en tout cas, du sens au travail, quoi. Pour des élèves infirmières ou des infirmières, quand on a un médecin qui leur dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de comprendre, faites ce que je vous dis. Voilà, des phrases comme ça, c'est pas simple pour garder du sens. Et garder du sens, c'est aussi accorder de la place à la reconnaissance. Je fais vraiment le lien entre le point 4 et le point 5, à savoir que pour garder du sens, c'est s'arrêter régulièrement en équipe et regarder, en tout cas, ce qui fonctionne bien et ce qui va bien. Parce que souvent, on regarde ce qui va mal, oui. mais moins souvent ce qui va bien quand même. Beaucoup moins souvent. Dans retrouver du sens, tu as aussi toutes les directives, en tout cas, qui passent aujourd'hui, et j'ai souvent des cadres, par exemple, de santé, qui ont du mal à faire passer des messages à leur équipe, parce qu'eux-mêmes ne trouvent pas de sens. Oui. Donc ça veut dire être capable de remonter aussi en amont, interroger, en tout cas les protocoles, les obligations. Mais tu sais, on fait beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup d'analyse d'accidents, d'analyse de causes sur les accidents.
Et en fait, les gens, ils commencent à débriefer un peu là-dessus, mais ils devraient aussi débriefer sur les choses qui se sont bien passées. Oui. Parce qu'il y a des Oui. clés de succès finalement dans tout ça, et Oui. ça serait intéressant de les débriefer aussi. C'est vrai qu'on en parlait l'autre jour par rapport Ouais. aux commissions de morbimortalité, Oui. mais par contre, pouvoir régulièrement relire, c'est ce qu'on appelle aussi la démarche appréciative, qui est très demandée, qui est très répandue dans les hôpitaux. Tu pourrais faire un webinaire là-dessus Oui, d'ailleurs, pourquoi voilà, pas. faire démarche appréciative. Mais en tout cas, on apprend beaucoup des situations pourtant périlleuses et qui se sont bien passées. Mais oui. Donc c'est sûr qu'en passant plus de temps, en accordant plus de place à la reconnaissance de tout ce qui se passe bien, quand ils me disaient en cancéro l'autre jour qu'ils ont parfois 45 chimios en hôpital de jour, c'est juste énorme. Oui. C'est juste énorme, et comment ne pas faire d'erreur? Mais s'arrêter là-dessus et voir tous les processus mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'erreur, oui, Oui, ça ça redonnerait énormément de sens. effectivement. Alors, il y a un changement de paradigme à faire donc, par rapport à tout ça. Donc, c'est passer de l'intention de voilà, vouloir convaincre, arriver à un résultat, ce qui fait partie de notre conditionnement implicite de soignant, Oui. à donner priorité à la qualité de la relation par rapport au résultat immédiat. Écoute, en repréparant ce webinaire, il m'est revenu un exemple. Dans mes nombreuses vies, j'ai aussi fait de la cardio et fait de la réanimation, fait de la réa cardio. Et je me souviens un jour que pour un patient qui était un syndrome de menace d'infarctus, j'avais déjà prévu, tu t'en doutes, le matin la coronarographie, prévenu le bloc et puis la radiovasculaire pour une angioplastie. Et j'explique au patient donc son protocole et ce qu'il va avoir. Et il me regarde et il me dit: non, mais attendez, docteur, vous n'y êtes pas du tout. Là, vous m'avez très bien soigné. J'ai plus de douleur. J'ai une mission hyper importante. Je reviendrai après. Et moi, je ne connaissais pas encore la communication non. Je dis: mais non, mais vous risquez votre vie là. Un syndrome de menace, il y a un risque de mort subite qui est énorme. Et lui de me répondre: bah, mais non, docteur, on voit bien que vous ne connaissez pas la vraie vie. Moi, si je ne reprends pas ce poste, t'imagines, il était dans un des bureaux à la Défense comme on est aujourd'hui, on risque de me piquer mon poste. Là, c'est vraiment une mission essentielle. J'y bosse depuis 2-3 ans. Et j'ai pas réussi à le convaincre. Donc, tu vois, j'ai pas réussi à le convaincre et il est parti. Donc, quand je dis donner priorité à la qualité de la relation par rapport au résultat, certains me diraient: non, mais attendez, dans le cadre de l'AREA, on ne peut pas. Mais faute de l'avoir fait, en tout cas, il est parti. Et j'imagine que si je lui avais dit: donc, ce que j'entends là, c'est que vous êtes terriblement stressé, ça vous paraît inenvisageable de vous arrêter compte tenu de l'enjeu pour vous. Est-ce que c'est bien ça? Si j'avais pris ce temps de reformuler, je suis sûre qu'en fait, peut-être lui, ça l'aurait basculé. je pense que ça l'aurait fait basculer. Si il avait senti que je prenais la mesure, en tout cas, de l'impact pour lui, et du stress supplémentaire, en tout cas, et du risque qu'il y avait. C'est resté vraiment un élément marquant, parce que le plus souvent, les gens vont me dire: oui, c'est bien gentil votre communication non violente, votre communication empathique, mais en fait, on n'a pas le temps. Mais si tu regardes le temps qu'on perd à essayer d'expliquer, de justifier, de menacer, de convaincre, en tout cas, ça ne sert à rien, parce que la personne ne sent pas qu'on prend en compte réellement et au sérieux, en fait, ses freins et sa préoccupation. Et le premier besoin, c'est d'être... La reformulation, c'est vraiment ce qui semble quelque chose de très important, en fait, de central. Hein. C'est central pour identifier, Marie-Christine, les freins à la coopération. Et puis l'enjeu, quoi. Après ça, bien sûr que peut-être ça n'aurait pas marché, mais en tout cas, là, j'ai vu que c'est resté... ça m'a vraiment marqué, parce que ça s'est passé 2 fois de suite. Bien sûr, mon chef de service m'a dit: mais vous n'y pouviez rien, mais moi, j'étais très mal. Quoi. Voilà. Et donc, ces petits dessins, là, faut-il nous les expliquer? Voilà. Alors, il faudra aller voir, j'espère que vous voyez sur les diapos de Letty Gribouille, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé, qui est dessinatrice, qui s'est beaucoup formée à la communication non violente, et elle illustre, je dirais, le changement de paradigme. En tout cas, c'est un changement de philosophie, comme je te disais. Notre habitude, c'est de vouloir avoir raison. Ça, c'est les deux de gauche, là. Qui voilà, le chacal, c'est vraiment qui a tort, qui a raison, ou bien être en lien. Alors, ça peut paraître humoristique, mais combien de fois quand même dans un service? Alors, plus souvent dans les coopérations entre l'administration et en tout cas les médecins ou les soignants, par rapport au choix d'investissement, tu sais, entre le nombre de lits, les postes, acheter du nouveau matériel, on oublie souvent que l'essentiel, c'est souvent de vouloir montrer qu'on a raison, la peur d'être pris en défaut. Au lieu d'être en lien, ça veut dire de poser d'abord comme intention de comprendre les besoins des uns et des autres et le point de vue des uns et des autres. Hein, Rosenberg, mais je crois qu'on l'a mis dans la dernière DAPO. Voulez-vous avoir raison ou être heureux? Il ne faut pas avoir les deux. Pas avoir les deux, c'est clair. Hein, mais ici, voilà, je ne cherchais pas à avoir raison par rapport à ce patient en cardio. Tu vois. Mon but, ce n'était pas d'avoir raison. Voilà, bien sûr que j'avais mon besoin, c'était qu'il mesure l'enjeu pour sa santé et qu'il prenne les meilleures décisions. Donc, du coup, c'était la qualité tu vois, de décision. Dire à un patient: je vous l'avais bien dit, c'est culpabilisant, mais ça ne va pas vraiment aider. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que finalement, la communication, ça commençait aussi par soi, donc c'est important, ça aussi. Oui.
Donc, et je proposerais à chacun de ceux qui nous écoutent, Marie-Christine, de mettez-vous, faites comme moi, mettez-vous en lien avec un patient avec qui vous vous êtes senti ou senti en difficulté. Ça peut être aussi une famille ou ça peut être un collègue. Alors, c'est paradoxal, souvent dans les séminaires, les gens sont étonnés, pourtant je préviens souvent les DRH, que dans le premier module, la communication commence par soi, à savoir que quand on a des difficultés avec un patient, avec un collègue ou avec la hiérarchie, c'est parce que ça nous impacte. Et prendre la mesure de l'impact, ça va nous permettre de sortir de la réactivité et d'avoir des réponses constructives. Donc, si je te reprends l'exemple là, de ce prof de maths qui a été mon grand enseignant, on va dire, c'est le cas de le dire, dans le contexte, je voyais qu'il venait régulièrement en hôpital de jour, qu'il me demandait tous ses examens, etc. Ce que je me suis dit, c'était qu'il ne me faisait pas confiance, qu'il aurait préféré être soigné par le patron, et comment j'ai réagi sur le coup, mais en fait, je me raidissais. Et je pense qu'imperspectivement, le fait de me protéger, le fait de me réduire, le sentait, et ben voilà. Et donc ça ne crée pas ce climat de confiance. Donc ça peut être ça. Voilà. Si j'avais pris à 3 h du matin l'exemple de ce patient aux urgences, et ben j'ai vu que j'aurais pu voir que j'étais fatiguée. À l'époque, il n'y avait pas de senior malheureusement, mais quand même, j'aurais peut-être pu trouver en tout cas des solutions, voir avec une infirmière comment faire. Et puis, par rapport à ce patient dont je te parlais en cardio, voilà, je pense que j'aurais pu exprimer, on va le voir sur la diapositive suivante, j'aurais pu exprimer davantage mon inquiétude plus clairement aux patients, quoi. Alors, on a tous nos mécanismes de défense. Voilà. Sûr, hein. Donc là, chacun les siens en plus. Hein. Voilà. Donc ça peut être se justifier. Hein, quand ce patient m'a accusé, voilà, de ne pas lui avoir donné toutes les infos, je me suis justifiée en disant mais voilà, je vous ai envoyé tous vos examens, tous vos comptes rendus, vous n'aviez qu'à me demander. Tu as aussi la fuite. Ça, la fuite, ça se passe beaucoup quand on a fait une erreur. Et ça, c'est important. Ou quand on a raté un geste. Tu vois, je me souviens plus jeune, et heureusement, je faisais partie d'un groupe Valint, et j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec Martine Ruziewski, qui a écrit tous ses livres sur la relation médecin-malade, le groupe de parole à l'hôpital. Et je me souviens, quand j'avais raté un geste, c'est pas si t'étais arrivé, mais bon, j'avais raté une fonction sternale, j'avais raté, quand on est jeune, la honte, en tout cas, de retourner, ou bien en cancéro, quand il y a, entre guillemets, plus de traitement, et que les médecins, en tout cas, ne rentrent plus. Hein. Les infirmières souffrent beaucoup, que les médecins, en tout cas, ne... Alors aujourd'hui, ça reste un sujet parce que entre guillemets, la loi nous oblige, nous incite vivement à annoncer aux patients quand il y a eu un dépôt de soins. Et cette situation-là, d'abord, elle n'est pas très bien gérément, difficilement. Enfin, elle n'est pas bien gérée, c'est une situation difficile et c'est pas forcément simple à gérer. C'est pas simple à gérer, puisque je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais en tout cas, dans ces moments-là, on a besoin de soutien. C'est là qu'on a besoin, en fait, du soutien de l'équipe. Oui, puis voilà, soi-même par rapport à tout ça. D'être clair avec soi-même et d'avoir, tout un contexte qui va... Je dirais que c'est développer une culture, en fait, qu'on peut faire une erreur, mais c'est passer vraiment de cette image du médecin tout-puissant, tu vois, qu'il ne doit pas y avoir d'erreur, au fait qu'il peut y avoir une erreur et on peut en tout cas en parler. C'est passer de ce qu'on appelle le pouvoir sur, en fait, au pouvoir avec, et à une sorte de partenariat. Mais bien sûr que dans les plaintes, hein, la fuite, en général, je travaille avec pas mal de médecins médiateurs ou de médiateurs, tu sais, dans les hôpitaux, et ils voient bien que la plainte numéro 1, les gens, ils peuvent comprendre qu'on ne soit pas tout puissant et qu'on fasse une erreur, tu vois. Mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'on cache. Qu'on leur cache. Donc, nous, on travaille nos propres peurs, tu vois, qu'on apprenne comment dire pour oser dire, comme on le fait dans ces formations. Ça, en tout cas, c'est important. Et puis, dans les mécanismes de défense, hein, moi j'ai une collègue qui était de mes copines de fac, hein, qui était pédiatre et qui a eu la mort d'un enfant aux urgences parce que la famille n'avait pas donné la lettre du médecin traitant, il ne parlait pas français, où il disait qu'en fait c'était une rechute chez l'enfant, donc il aurait fallu le garder. Donc bien sûr que ce n'était pas de sa faute, mais là, elle est vraiment tombée en dépression. Hein, et elle a mis des années pour pouvoir en sortir, parce qu'on dit d'ailleurs souvent, tu as travaillé dessus, que le soignant est souvent la deuxième victime. La deuxième victime, en effet. Voire l'équipe, la troisième victime. Voire l'équipe, la troisième victime. Déborder du soignant individuellement. Alors, oui. Donc, on va progresser un petit peu sur comment est-ce qu'on fait pour arriver à mieux se sentir, en fait. Oui, donc mieux faire passer auprès du patient. Voilà, tu vois, je crois que plutôt que de rester, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, plutôt que de rester sur des impressions comme quoi la personne ne nous fait pas confiance, ou de la part du patient, ou bien par exemple, une infirmière, en tout cas par rapport au médecin, souvent a encore du mal quelquefois à dire ou à questionner, quoi, parce qu'il y a ce préjugé qui se croit supérieur ou qu'il est froid, ce qui n'est pas le cas. Je pense que souvent, je crois que j'aimerais bien que chacun sache que quand on a l'impression que quelqu'un est supérieur ou quelqu'un nous prend de haut, très souvent c'est de l'insécurité. Donc de dépasser, ça se confirme, tu es d'accord. Donc de dépasser nos impressions.
Tu vois, je crois qu'il y a tellement de souffrance en équipe, si on peut se voir juste comme des êtres humains, dans les formations, on voit bien que le fait de mélanger les corps de métier et la hiérarchie Ah oui, notamment, on décolle oui. les étiquettes, quoi. Alors nous, on Donc, fait des expériences avec la démarche PACT, là, ce que oui. l'HS a développé. Oui. La première chose qu'on fait, c'est une espèce de Mhm. diagnostic d'équipe où les gens se disent Leurs impressions, oui. leurs ressentis, qu'est-ce qu'ils attendent les uns des autres et des Mhm. choses qu'ils ne feront pas d'habitude, en fait. Ouais. Et c'est très intéressant, hein. Et on voit toutes les images et tout ce qu'on se Bien sûr. raconte, Ah quoi. oui, oui, oui. Donc du coup, quand on a l'impression que l'autre est supérieur, bah, comment on se sent, on peut avoir de l'insécurité. Et à partir de là, on va mettre le doigt surtout sur nos besoins. Tu vois, donc Donc il oui. y a à désamorcer certaines choses. Oui. Et donc, notamment quand on est aux urgences et qu'on voit des patients qui disent oui, de toute façon, vous êtes raciste, par exemple, on a juste envie de répliquer, ou bien oui, je le vois bien, si je dis, mais à quoi vous voyez ça? Oui, vous avez fait passer 4 personnes avant moi, Oui, quoi. d'accord. L'autre jour, c'était drôle, mais l'autre jour, effectivement, il y avait des soignants qui étaient vraiment excédés et qui ont dit au monsieur, bon ben allez-y dans ce cas-là. Et puis effectivement, les personnes qui faisaient passer, c'était pour les urgences gynéco. Voilà. Mais en tout cas, désamorcer la réactivité, quand un patient dit, voilà, votre traitement ne marche pas, ou bien quand quelqu'un vous dit, faites ce que je dis et ne discutez pas, c'est moi qui décide de toute façon, on a besoin de ressentir l'impact. Et la clé pour désamorcer, ça se passe au niveau du cerveau reptilien, c'est juste de ressentir dans notre corps ce que ça nous fait, d'observer en tout cas nos pensées, telles que « il ne me fait pas confiance, Oui. j'en peux plus, ils nous prennent pour des chiens, on ne doit pas être traité comme ça, j'ai le droit à un minimum de respect », et rapidement se relier à ses besoins. Et comment on fait alors en temps réel pour faire ça? Alors, en temps réel, j'apprends vraiment aux soignants de juste prendre une inspire et une expire, si possible dire excusez-moi et d'aller 1 minute dans le poste de soins ou même pas 30 secondes ou ailleurs pour juste ressentir, en tout cas, c'est comme dans le début de la crise d'épilepsie. En fait, on voit bien qu'on a les mâchoires qui se serrent, on a les épaules qui remontent, on est prêt à bondir, je dirais un peu à sortir les griffes. Donc c'est vraiment ressentir, c'est souvent dans la poitrine ou une tension. Juste faire une inspire et une expire, observer toutes nos pensées, il se fout de moi, c'est toujours pareil, il se croit tout permis, il n'y a plus aucun On arrive à respect. faire ça en quelques secondes. Au début, on n'y arrive pas, mais on y arrive en tout cas de plus en plus. Et avec des mots-clés, comme se dire, c'est pas une attaque, c'est un besoin. J'avais des aides à domicile, des aides-soignantes qui utilisent beaucoup, je dirais, quand elles ont l'impression qu'il y a un manque de respect. Juste prendre cette inspire, et puis revenir en tout cas à l'observation. Au début, c'est pas facile, mais en tout cas aux urgences, c'est le fait de refléter. Vous trouvez qu'on est raciste, d'accord? Vous avez l'impression qu'il y en a qui ont des passe-droits. Voilà, vous trouvez qu'on est mal organisé. Je dirais refléter aura, en tout cas les attaques ou les jugements, ça met tout de suite une distance. Donc on te dit, madame, je pense que vous êtes raciste, tu lui réponds, j'ai l'impression que vous pensez vraiment qu'on est raciste. Oui. Des choses comme ça. Oui, en tout cas j'apprends ça aux infirmières. Vraiment, quelquefois on est tellement suffoqué. Voilà. L'autre jour c'était dans un EHPAD, c'était peut-être un petit peu moins urgent, mais quand même par rapport à la qualité des soins, aussi une infirmière qui s'était décarcassée pour s'occuper vraiment d'un patient, le préparer, le pomponner pour un dimanche. La famille arrive et dit vous n'avez même pas douché mon père. Et vraiment, parce qu'entre-temps il s'était souillé, quoi. Oui. Et elle lui dit, je me demande où vous avez eu votre diplôme d'infirmière. Et l'infirmière était suffoquée, elle a dit, vous vous demandez où j'ai eu mon diplôme d'infirmière. Juste le fait de refléter une attaque, ça permet à la personne de dire, c'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Tu vois, c'est tout simple, mais il y a ces deux clés, il y a juste refléter et prendre la mesure de l'impact. Parce qu'en tant que soignant, c'est vérifié par des études. Alors, c'est ce que je te disais, qu'on n'a pas encore d'études vraiment qui mesurent, mais en tout cas, je peux dire que dans toutes les équipes, on voit qu'il y a une réduction des plaintes. On a aussi une réduction de l'épuisement et de burn-out parce que les patients sont moins fatigués. Oui. Quand on apprend juste cette clé, tu vois, c'est pas une attaque, c'est un besoin. Et vraiment de ne pas le prendre contre soi. Ok, alors il y a des petits dessins là que tu vas nous commenter, Oui. parce que là, moi, je les ai mis, mais on attend que tu nous les commentes un petit Voilà. peu. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a vu depuis le début, un des pièges de la communication, c'est les interprétations. Bah oui. Soit des préjugés qui sont transmis, soit tout d'un coup l'impression que quelqu'un à la fois se fiche de nous, ou bien que quelqu'un simule, ou que c'est pas vrai. Pour sortir de ça, l'essentiel c'est d'arriver vraiment à l'observation. En fait, d'avoir une observation très fine de ce que la personne dit, de ce qu'on voit, la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on sait. Tu vois, quand je te parlais de cette patiente où j'avais l'impression qu'elle simulait, encore une fois, en tout cas une phlébite, parce qu'à chaque fois, j'interprétais qu'elle voulait s'arrêter de travailler. Mais en tout cas, ma clé, c'est de voir en tout cas ce que je vois, en tout cas de voir sa jambe, par exemple. Ce que j'entends, c'est que le patient me dit qu'il continue à avoir mal, voilà, même si je lui ai donné un traitement, ou qu'il continue à être essoufflé, même si je vois rien à la radio.
faire confiance que le patient me dit qu'il continue à être Oui. essoufflé, en tout cas même si on voit rien. Ce qu'on sent, euh, alors ça c'est un petit peu différent, ça peut être la gêne qu'on peut avoir par rapport par exemple à l'odeur corporelle d'un patient, mais en tout cas ce qui est important. Et puis avec nos 5 sens aussi ce qu'on peut goûter, bon là dans le domaine du soin, c'était juste à Oui. l'époque qu'on goûtait l'urine des patients Oui, pour savoir oui, s'il y avait, c'est fini. mais en tout cas c'est plus ça quoi. Mais ce que je veux dire c'est que faire la différence entre réellement ce qu'on observe avec nos 5 sens, c'est pour ça que cette démarche m'a beaucoup plu en tant que médecin, Oui. parce qu'effectivement elle est très C'est factuelle. une démarche un peu sémiologique quand même. Oui, hein. c'est mieux logique, hein. Notre dossier, c'est un dossier d'observation. Hein, plutôt que de dire le patient se plaint tout le temps, d'accord, le patient n'arrête pas de se plaindre, ok, on va dire simplement, bah, je vois que cette nuit, il a quand même appelé 4 fois. Et au lieu d'avoir un préjugé comme quoi il est douillet, avoir la puce à l'oreille. D'accord. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'est plus trop dans nos nouveaux étudiants en médecine, là, ils sont plus sur l'examen complémentaire que sur la sémiologie. Hein, donc, là, ça aide pas. Ça aide pas. Non, vraiment, ça aide pas parce qu'effectivement, bah, nous, quand même, nos anciens patrons nous apprenaient à observer, à voir les signes cliniques, Mais oui. effectivement, avoir une pâleur, avoir la démarche. Oui. Examiner un patient complètement, c'était aussi un temps d'écoute du patient. Oui, et Une le fait opportunité, hein. d'avoir ce contact Mais oui, clinique, c'était bien souvent, sûr. et tu as raison, c'était souvent en auscultant Bien un sûr. patient, je me souviens quand je posais mon stéto, que le patient commençait à me parler. Ouais, voilà. Ou bien effectivement, oui, en examinant vraiment de la tête aux pieds, qu'on allait découvrir quelque chose au niveau des pieds, au niveau des Ouais, jambes, tout à une fait. éruption, quelque chose qu'on n'avait pas vu. Oui, c'est sûr que pour la sécurité, oui, merci de pointer ça, pour la sécurité, rien de tel quand même que l'examen clinique et puis que de passer du temps. Oui, ça Vraiment oblige à à passer observer. ça oblige à passer du temps de toute Oui, façon. ouais, tu as tout à fait raison, et à ouvrir vraiment un espace, Tout à fait. et qu'à travers ce contact, il se crée de la confiance. Alors, une fois qu'on a identifié ses propres besoins, on fait quoi alors? Oui. Alors, on a vu donc passer des interprétations à l'observation, on a vu tenir compte de nos ressentis quand on est attaqué ou qu'il y a un jugement ou qu'on a une première impression. Donc, face à un patient qui exige absolument un traitement ou qui le refuse, je vais reprendre l'exemple quand même de ce patient en cardio, parce que je pense que ça arrive à plus d'une personne d'avoir des gens qu'on appelle signent leur décharge ou signent leur pancarte, tu vois. Et c'est juste essentiel, parce que quand quelqu'un dit non, en fait, quand il refuse, en fait, il dit oui à quelque chose. Donc là, on a 2 choses à faire. Face à ce patient, j'aurais pu dire combien je me sentais démunie ou combien je me sentais vraiment inquiète et exprimer mon besoin en termes de sécurité. Donc, au patient. Au patient. Vraiment. Et là, je me souviens, il y avait aussi son épouse qui était là et qui insistait quand même pour qu'il sorte. Donc, j'étais assez choquée. Tu vois, en disant, mais si ça va aller, il a tellement bossé, c'est vital pour lui qu'il sorte. Tu vois, donc moi, reconnaître mon besoin, c'était là un besoin de sécurité, mais surtout un besoin d'être sûre que j'ai été comprise dans l'importance, tu vois, d'où la fameuse demande de reformulation. Et sans menacer, parce que notre habitude, en tout cas de soignante, tu sais, c'est de menacer, de brandir, tu sais, de brandir toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Non, ce qu'on voudrait, c'est pas menacer, mais pouvoir dire comment comprenez-vous. Tu vois, l'autre jour, on avait donné cet exemple, tu sais, de parents qui refusaient des transfusions, tu vois, de patients témoins de Jéhovah, et qui refusaient. Et là aussi, j'ai eu du regret, même si j'étais juste interne à l'époque, je n'étais pas chef de clinique. Mais en tout cas, j'aurais aimé qu'on puisse dire à la maman, mais comment comprenez-vous, madame, vraiment le risque, tu vois, pour votre enfant? Après, il y en a qui persistent. Hein. Oui. Et imagine, vas-y, fais la maman, et tu me dirais... Oui, moi, ma religion m'interdit d'avoir recours à la transfusion. Donc, pour moi, c'est une croyance importante. Donc, voilà, c'est notre âme qui est en jeu. Donc, on n'acceptera pas de transfusion. Alors, là, je prends le temps de respirer parce que je vois que je pourrais être réactive et je dirais, bah, écoutez, en tout cas, ce que j'entends, madame, c'est que vraiment pour vous, il y a un enjeu qui est très important dans votre, je dirais dans votre dimension spirituelle qui est très importante, à tel point que ça vous paraît aujourd'hui encore même peut-être prioritaire par rapport à mettre en jeu la vie de votre enfant. Est-ce que c'est ça? Bah oui, mais c'est vrai que bon, ça m'embête aussi. Je ne veux pas que mon enfant meure. Ouais. On commence à passer sur l'autre. C'est ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous êtes tiraillé entre vraiment des croyances qui sont très importantes pour vous. Et j'imagine que c'est important pour vous de savoir que nous, soignants, on l'entend. Et en même temps, vous êtes vraiment tiraillé parce que voilà, vous imaginez mal, comme n'importe quelle maman, mettre en jeu la vie de votre enfant. Quoi. Donc, après, on peut faire avancer comme ça la relation. Voilà. Et j'en suis assez sûre, du coup, j'ai pas relu d'expérience, tu vois, depuis que j'ai appris ça avec des témoins de Jéhovah. Mais en tout cas, beaucoup de soignants que je forme et que j'accompagne me disent que ça permet de lever des traitements, de lever des résistances. Oui. Tu vois, il y avait une patiente l'autre jour qui refusait
80 ans, mais en pleine forme, tu vois, une jeune cancérologue qui est en formation en ce moment. Et cette patiente, en fait, refusait, disait, pas question, moi, aucun traitement pour un cancer colorectal. Ouais, est-ce qu'elle a l'occlusion, là, tu vois, en plus. Oui. Et elle a reformulé, et au bout de 45 minutes, elle a dit, bon, bah, expliquez-moi quand même les événements indésirables du traitement. Et là, simplement, elle s'était déjà mise en retard. Elle a dit, bah, écoutez, on va revenir, mais là, je lui ai dit chapeau. Parce qu'alors que vraiment, elle était désagréable, hein, cette femme. Elle dit, ah ben, vous êtes docteur, même pas professeur. Ah, mais on va s'amuser. Enfin, la consultation avait commencé comme ça, mais elle a réussi à reformuler. Ok, donc on poursuit sur ce sujet, donc on est devant ce petit trio là. Voilà, donc en fait à chaque fois on a le choix. Hein. Je disais que dans la communication c'est vraiment ce dialogue entre écouter et exprimer. Donc là, selon notre état d'apaisement ou non et celui de l'interlocuteur, si tu es quelqu'un de très agressif et aux urgences, tu ne vas pas lui exprimer tes états d'âme, sa coupe est pleine, il ne va pas t'entendre, d'accord? Et donc là, tu vas plutôt commencer par reformuler. Mais dans certains cas, tu vas aussi pouvoir dire, écoutez, là, je dis stop, je peux entendre votre inquiétude, mais cette façon de parler au personnel, non. Là, j'ai besoin de respect. Tu vois, et ça, c'est important parce que de pouvoir, je crois qu'on réfléchit pas mal. Il y a un axe qui est important pour moi, c'est de dire aussi aux patients de prendre soin aussi des soignants. Oui. Parce que là, les soignants sont sous tension, il y a besoin d'un climat de confiance, de pouvoir dire, écoutez, là, stop, je peux entendre votre stress, mais la façon là dont vous parlez au personnel, l'exemple m'est sorti de la tête tout de suite, mais l'autre jour, voilà, c'était carrément des insultes, et voilà, là, le chef de service a dit, écoutez, stop. Hein, je peux entendre votre inquiétude, mais sûrement pas parler comme ça. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on a le sentiment que finalement, quand on est dans une relation soignant-soigné, le soignant, il se comporte comme un soignant et le patient comme un patient. Et finalement, ce qui est bien, c'est de rétablir une relation entre deux personnes humaines, en fait. Et finalement, ce qui est important, c'est que chacun des deux côtés, en tout cas, le soignant fasse peut-être un peu plus d'efforts que le patient, lui, est plutôt authentique, parce qu'il exprime sa souffrance, etc. Mais le soignant aussi doit avoir une certaine authenticité dans sa façon de parler. Et dans ce que tu dis, c'est qu'il, selon certaines conditions, mais il peut quand même exprimer aussi son ressenti par rapport à ce qu'il vit dans la relation avec son patient. Marie-Christine, je vois qu'on n'a pas encore eu de questions. J'espère bien que nos auditeurs pourraient nous envoyer quelques questions. Ils sont passionnés par ce que l'on dit, je l'espère. C'est pour ça qu'ils n'osent pas poser de questions. N'hésitez pas, hein, vous pouvez rédiger des questions dans la petite zone du chat, hein, donc n'hésitez pas. Voilà. Vous êtes quand même nombreux en ligne, donc... Et ça nous fait plaisir d'avoir des réactions. Voilà. En tout cas, bien sûr que oser dire, oser la vulnérabilité, pouvoir dire non, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. Ah non. On nous apprend plus quand j'interviens par exemple avec des psychologues ou des psychiatres. Au début, ils sont très déconcertés en disant mais attends, c'est pas professionnel, on n'est pas là pour s'exprimer. Eh bien si. Tu vois, là l'autre jour j'avais cette... alors, elle n'est pas secrétaire en cancéro, elle est assistante en fait. J'étais assez surprise, mais après les réunions, tu sais, de concertation, c'est elle qui appelle en tout cas les patients. Et du coup, parfois, elle a annoncé carrément, tu vois, des cancers, et elle est sûre que le cancérologue leur a dit, mais cette femme s'en souvenait pas du tout, donc elle était très en colère, elle était agressive, et à un moment, juste cette assistante médicale a dit, mais écoutez, la juge, je sais démunie, je sais plus quoi dire. Et le fait qu'elle ait simplement dit ça, ça a complètement fait changer de ton, en tout cas le patient. D'accord? Donc pouvoir dire... voilà, avec ce que je t'ai dit, j'aurais pu dire à ce patient qui avait ce lymphome, écoutez, là, je sens qu'il y a un petit malaise, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit malaise, en fait, entre vous et moi. Bon, il y a le fait que vous me demandiez toutes vos photocopies, alors même qu'on se revoit quelques jours après. C'est comme si j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas vraiment un climat de confiance entre vous et moi, et or c'est important pour moi, pour la qualité des soins. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a quelque chose dans ma manière d'être ou de faire qui vous plaît pas ou qui vous sécurise pas, quoi. Et d'apprendre à faire ça, c'est hyper important. De pouvoir aussi exprimer un doute, tu vois, un doute thérapeutique, un doute aussi qui invite à créer une espèce de partenariat avec le patient. Et le doute, en fait, une relation équivalente. D'inquiéter le patient. Il nous voit douter. Est-ce que ça risque pas de l'inquiéter? Alors, au début, je le faisais un peu trop, ce qui fait que ma secrétaire m'a dit, tu sais, les patients commencent à te demander si tu es un bon médecin. Donc après ça, j'ai ajusté, en donnant un juste milieu quand même, bien sûr, quoi. Voilà. Et le plus important, tu vois, c'est comme aussi dans l'approche SAED, tu sais, situation, antécédent, évaluation et demande. Hein, l'étape de la demande, elle est hyper importante. De pouvoir dire à la personne comment est-ce que vous comprenez le choix thérapeutique. Tu vois, dans les passages à l'insuline, j'ai beaucoup travaillé en diabéto, il y a quand même souvent beaucoup de est-ce que vous comprenez en tout cas l'alternative, ou bien entre une opération maintenant ou une opération différée.
tu as quand même souvent en cancéro maintenant, tu vois, des choix thérapeutiques. Oui. Alors, d'un côté, on veut D'alternatives. garder notre responsabilité. Et c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui qui est presque un peu trop déléguée, en tout cas aux patients. Donc, ça va être trouver un juste milieu, Oui, quoi. c'est ça, oui. Mais en termes, pareil, de sécurité, tu vois, médicale, parce que c'est comme ça le sujet, pouvoir expliquer le pourquoi de tels choix et même de la contrainte va favoriser l'adhésion au traitement. Oui, tu as raison, il nous Non, reste je 10 minutes. regarde l'heure, Oui, mais oui, ça va, on quand a même. encore le temps. Donc, Oui. la communication, donc Oui. la pratique du dialogue selon la CNE, donc il y a un Tu autre vois, pilier, c'est oui, et juste dans la excuse-moi. demande, tu vois, quand on dit non à un patient, tu sais, tu as souvent des gens qui disent j'exige que vous me refassiez un scanner Mhm. ou une IRM ou j'ai droit à ça. Pouvoir demander à la personne comment comprenez-vous la raison pour laquelle je vous dis non. Mhm. Tu vois, ça va éviter aussi la surconsommation médicale et Oui. que des gens parfois se mettent en danger aussi. Parce que, en Voilà. fait, ça peut vouloir simplement dire qu'il y a une inquiétude et Oui. pas rassuré sur ce qu'on lui a dit Non. jusqu'à présent. Non, Voilà. non. Or, la clé, c'est que reformuler l'inquiétude rassure, Mm. tu vois. C'est vraiment comme on l'a vu pour cette Oui, oui. maman tu vois, qui refusait les transfusions Mm. pour son enfant. Donc, on Voilà. a encore un petit dessin. Donc, Oui. Hein, alors, c'est vraiment. allons-y. Qu'est-ce que ça Donc, nous dit, ce petit dessin-là, dessin? il faut que tu mettes la boucle. Voilà. Parce qu'en fait, le plus souvent, au niveau des deux cerveaux ici, c'est, tu vois, entre un qui a des émotions plutôt agréables, roses, et l'autre plutôt foncé. Oui, Hein, on est souvent dans un dialogue de qui a tort, qui a raison. oui. Tu vois, je pense que, et le patient va répondre non, je pense que, ou bien entre deux professionnels. Or, ce qui va être essentiel, tu vois que le 8, hein, le Oui, lemnis oui. 4 en jaune que vous voyez en dessous, avec les petits symboles rouge et vert, c'est qu'on voit des émotions qui sont différentes, hein, l'un Mhm. qui peut être en colère, l'autre qui peut être paisible. Et puis, donc, la clé, ça va être de se connecter, de se mettre en lien avec ce que ressent la personne, notamment quand il y a des freins, en tout cas la Oui. coopération, ou quand il y a de la colère, quand on est face à l'agressivité aux urgences, ou bien aussi entre deux professionnels, parce qu'on a vu que dans les défauts, tu sais, dans les Oui. événements Il y a indésirables beaucoup, oui, graves, entre les tu professionnels, peux oui. avoir vraiment des inimitiés. Bien Hein, sûr. dans l'exemple de la bande-annonce, tu vois, où il y en avait Et un c'est qui a malade qui fait le frais de... et le malade va faire les frais. Donc, quand il y a eu un clash, quand il y a eu un malentendu, pouvoir revenir, pouvoir entendre quand on n'est pas d'accord, le ressenti et les besoins, en tout cas des deux Bah, en parties. fait, dans les histoires d'interactions humaines, ce qu'il faut, c'est ne pas laisser traîner des Non, rancœurs, en fait. non. Il vaut mieux s'expliquer et puis C'est clarifier. essentiel, oui, c'est essentiel parce que ce climat qui est tendu, des choses qu'on n'ose pas se dire, des inimitiés, des transmissions qui ne vont pas se faire, effectivement, c'est le patient qui va Oui, payer bien sûr. les frais. Et puis la clé, c'est de savoir que les conflits, en fait, ils ont lieu au niveau des opinions. Je pense que, non, je pense que, ou au niveau des stratégies. D'accord. Hein, l'autre jour, j'avais vraiment une cancérologue qui s'est opposée, et elle a bien fait, je le dirai peut-être après. Euh, En tout cas, ils n'étaient pas d'accord sur le traitement, en tout cas pour un patient. Finalement, elle a gardé son point de vue et elle a eu raison, mais quand même, il y avait du coup beaucoup de stress du fait de ne pas avoir entendu les raisons pour lesquelles les collègues n'étaient pas d'accord. Bah oui. Donc, savoir qu'en fait, au niveau des opinions, on peut diverger, mais qu'au niveau des besoins, si on met des besoins sur la table, quand on fait des concertations de patients ou des choix en équipe, il n'y a pas de conflit, en tout cas, au niveau des besoins. D'accord. On va passer peut-être rapidement sur Oui. la prochaine, mais celle-ci, Voilà, par donc, contre, en voilà. fait, excusez-moi. Oui, tu as raison, Voilà. elle est importante. Donc, repérer les différentes manières de recevoir un message. Tu vois, quand quelqu'un dit, vous n'êtes pas compétente, d'accord? Ou bien, vous êtes, dans l'exemple de mon patron à l'époque, vous êtes trop sensible, vous ne ferez jamais un bon Oui. médecin. Ou quelqu'un qui dit, vous n'êtes pas compétente, je veux voir le professeur. Alors, on peut le prendre contre soi et dire, c'est vrai, j'ai moins d'expérience et on peut se dévaloriser. On peut le prendre contre l'autre. Je pense à cette patiente qui avait un cancer colorectal et qui, au début, voulait pas être soignée par l'assistante. Contre l'autre en disant, mais franchement, vous exagérez, vous me prenez pour qui? J'ai quand même mon diplôme, si ça vous plaît pas, Bah oui, voilà, oui. allez voir ailleurs. On peut avoir de l'empathie pour soi, comme mon patron m'a dit que j'étais trop sensible à l'époque, mais j'étais complètement déstabilisée, j'ai perdu mes moyens, mais du coup ça m'a permis de voir que j'avais besoin de soutien, donc ça a été énorme. Ou quand les patients sont agressifs aux urgences et vous dites, vous êtes payé pour ça, ça c'est quand même quelque chose qui est facteur d'épuisement. On peut le prendre contre l'autre en disant vraiment que c'est un grossier personnage, mais si je me tourne vers moi, je reconnais que je suis lasse et que j'ai quand même besoin de reconnaissance. Oui. Et la clé, elle est énorme, c'est l'empathie pour l'autre. On en a beaucoup parlé, c'est la reformulation. Quand l'autre dit vous êtes incompétente, ou bien j'ai pas confiance, je veux voir le professeur, je peux juste entendre qu'effectivement la personne est insécurisée, elle a des doutes et qu'elle a besoin d'être rassurée qu'elle va recevoir les meilleurs traitements. Donc, il y a deux éléments clés quand même, ce que je disais, c'est la reformulation qui semble avoir un grand pouvoir.
l'empathie qui a aussi un Oui, pouvoir et en fait, ça important. fait partie, tu vois. J'insiste là-dessus parce que quand on prend les choses contre soi, en tout cas, on s'épuise. Mm. D'accord? Quelqu'un qui dit j'ai pas confiance ou bien vous n'êtes pas professionnel. Si on le prend contre soi, franchement, je dirais l'épuisement. On parlait Oui, tout à l'heure bah, du besoin de forcément, oui. reconnaissance, en tout cas, ça va très vite, quoi. Mais savoir, et ça revient à cette phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une attaque, c'est un besoin. Mm. Hein, c'est 4 manières de recevoir un Tout à fait. message. Alors, le temps passe, alors Oui, je vais aller, oui, j'aime bien la diapo où tu nous parles alors, l'empathie, on en a bien parlé, voilà. donc on va peut-être y Alors, passer, peut- mais c'est de travailler sur reconnaître ses limites, et puis ce qu'on verra après, c'est s'alléger. s'alléger, voilà. Voilà. Hein, dans l'épuisement du soignant, il y a le fait de se dire sans arrêt, j'ai pas le choix, il faut que je continue, il faut que j'assure, et de pas pouvoir faire une Ben demande oui. de soutien. Or, l'important, c'est quand on dit non à une demande, dire oui à un besoin. Je ne sais pas s'il y a des médecins généralistes qui sont en ligne, enfin, peut-être pas, Peut-être, ouais, c'est ou possible, peut-être, hein, c'est mais en possible. tout cas, j'en ai eu un récemment en formation qui n'en pouvait plus en fin de consultation. Il a un patient qui régulièrement vient à la dernière minute sans Minute, ouais. prendre rendez-vous, et cette fois, il lui a dit non. L'autre était très en colère. Il a réussi à la fois à entendre sa colère à écouter, et à dire, écoutez, là, je vous dis non, parce que j'ai encore 5 patients à rappeler. Quand c'est vous qui me rappelez, vous êtes content que je puisse vous rappeler après mes Mm. consultations. Je suis vraiment au bout de ma fatigue, d'accord? Et si vous voulez encore avoir un médecin qui tienne la Ben route, oui. je crois que j'ai besoin là de soutien et de compréhension. Et de faire cette fameuse demande, comment comprenez-vous la raison pour laquelle là, On vous j'ai dit besoin non. de votre compréhension Voilà. et je vous dis non. Et là, ça a été énorme. Il a dû le tirer par les oreilles, ce que j'appelle Mm. symboliquement 2, 3 fois, mais le patient a fini par comprendre que là, le médecin avait besoin de compréhension Oui, et puis pour quelque pouvoir part, durer. il ne serait pas Hein? performant s'il le prenait en charge là. Oui, voilà. Et vraiment, savoir demander du soutien, c'est aussi disposer d'un réseau de soutien. Là, j'intervenais dans un hôpital récemment, sur 3 modules, et ils se sont rendus compte que le fait, je leur ai proposé de se mettre en binôme, tu Mhm. vois, et que quand ils n'en pouvaient plus, ils s'appellent mutuellement. Oui, Et là, une des représentantes du personnel, parce qu'il y a bon, beaucoup d'arrêts de travail dans cet hôpital, beaucoup de souffrance, elle s'est dit, mais c'est extraordinaire, si on arrive à créer un réseau de soutien entre soignants et aussi Mm. entre personnel bien sûr, administratif oui. et soignants, Ouais. puisque dans les directions de pôle, tu as les Oui, trois, oui, tu as bien directeur sûr. administratif, Mm. directeur de pôle et cadre de pôle, en fait c'est énorme. Mm. Donc je crois qu'une des clés pour la sécurité, c'est aussi poser des limites et pouvoir disposer d'un réseau de soutien. Donc, on s'allège. Voilà. Et ce dessin, toujours fait par Letty Gribouille, hein, que vous retrouverez sur son blog, il est magnifique, passer des je dois à je choisis de, Mm. hein, faire vraiment des choix. Faire ce choix, effectivement, il y avait un chirurgien, un chef de service à la formation la semaine dernière, qui effectivement maintenant, depuis la formation, choisissait de partir à 18h, voilà, Ah, c'est bien. en s'appuyant sur la confiance que Mm. l'équipe avait aussi les ressources. D'accord. Mais professionnellement, on est tellement conditionné à en faire plus, à penser que sans nous, le monde va s'arrêter de tourner. Donc, pouvoir prendre soin de soi en tant que Ouais, c'est soignant, clair. je crois que c'est tout bénéfice pour la sécurité du patient. Et Alors, puis, l'apprentissage des erreurs par les voilà, erreurs et la bienveillance, c'est très voilà, important. on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire avec ce climat de confiance, pouvoir reconnaître effectivement que on a envoyé bouler quelqu'un ou bien carrément qu'on s'est trompé. Et ça, c'est juste énorme. Et pouvoir développer ce climat de confiance qui permet de se le dire aussi. Mhm. Quand on voit que quelqu'un a dérapé, pouvoir se signaler une erreur. Je t'avais dit, ce chef de service qui m'avait rappelé pour me signaler l'erreur aux urgences, il l'avait fait avec beaucoup de bienveillance. Et ça m'a servi, en tout cas, de leçon pour pouvoir oser, en tout cas, se dire les choses, quoi. Donc, quelquefois, dans les erreurs, c'est pas que des erreurs médicales, ça peut être d'avoir envoyé bouler, en tout cas, une famille ou un patient, et Oui. pouvoir revenir dessus parce qu'on oui. était excédé, parce qu'on Ouais. était trop fatigué. Mais les Voilà. soignants restent des êtres humains. Ils Oui, sont pas- voilà. absolument. Donc, Et il y a voilà. les 5 R, c'est un peu un petit moyen, peut-être un peu Oui, mnémotechnique pour mais qui est énorme, quoi, et qui fait le lien avec un médicament qu'à l'époque, tu avais peut-être appris aussi la digitaline, Marie-Christine. On apprenait les 3 R, ralentir, respirer, ressentir. Et une directrice des soins m'avait dit, Madame Molo, votre communication non violente, c'est un vrai médicament. Pourquoi? Parce qu'on apprend à ralentir, hein. Quitter cette communication du tac au tac, notamment aux urgences où on va, ou bien quand on se sent attaqué par Oui. un patient, par une famille. Ralentir, respirer, juste une inspire et une expire avant de réagir. J'inspire, je vois que je fulmine et tous les jugements que j'ai sur la personne. J'expire, je ressens ma fatigue, ma lassitude, je ressens mon besoin de confiance, tu vois, je ressens mon inquiétude. Je reconnais ce que je vis sur tous mes besoins. Voilà, hein, ce besoin de confiance, ce besoin de soutien, ce besoin d'être entendu, ce besoin de coopération.
quand j'ai parfois des collègues qui peuvent tirer un peu au flanc ou, voilà, ou un besoin de compréhension. Et surtout, je l'ai dit depuis le début sans arrêt, reformuler ce que l'autre vit, quoi, hein, sa défiance, son stress, son inquiétude. Et puis surtout remercier, c'est la place de la reconnaissance, qui est fondamentale pour durer, pour trouver du sens, pour continuer, pour garder la motivation dans le travail en équipe. Le sens, c'est très important parce qu'avec le stress et la pression qu'il y a aujourd'hui, les gens ont vraiment un sentiment de perte de sens. Oui, vraiment. Et d'être juste des pions, surtout quand on les déplace, on n'est pas parlé. Oui, oui. Mais tu sais, par rapport à la sécurité médicale, quand tu arrives dans une infirmière, quand tu arrives dans un service que tu connais pas les patients, bien sûr. certes, tu as des communications écrites, mais ça n'a rien à voir, quoi. Donc ça contribue à la perte de sens et ça contribue aussi à une erreur. Parce qu'une infirmière qui suit son patient, elle peut vraiment alerter effectivement le médecin. Oui. Hein. Et c'est aussi, tu vois, cette notion d'équivalence, quoi, de quitter. Certes, on a des étiquettes qui sont liées au rôle, mais quand dans une équipe, la parole de l'aide-soignante ou de l'agent de service hospitalier a autant de parole, a autant de valeur, et bien tu apprends beaucoup d'informations sur le patient. C'est vrai. Voilà. Donc, bon, on a un petit dessin qui nous émaille encore cette... donc oui, on n'a pas présenté le chacal et la girafe, mais je pense que vous aurez compris, les auditeurs, si vous ne connaissez pas la CNV, que le mode chacal, c'est ce mode de communication où on est piégé dans qui a tort, qui a raison, dans critiquer, menacer, se plaindre, exiger, plutôt que la girafe qui a de la hauteur et qui est reliée à son cœur, parce qu'elle a un gros cœur pour maintenir une pression artérielle jusqu'en haut de la tête. Et dans ce mode girafe, on est en permanence à chercher comment faire pour que les choses se passent bien et voir l'autre comme un être humain, se rappeler qu'on a tous les mêmes besoins, hein, qu'on peut diverger sur les solutions, et heureusement qu'on diverge. Qu'on a le droit d'en avoir aussi des besoins comme absolument. De santé. Et donc la girafe, elle voit aussi ce qui va bien, et elle arrose aussi ce qui va bien. Voilà. Alors, on va finir par deux citations de Marshall Rosenberg, qu'on aime bien, moi que j'aime bien. Oui, que tu aimes beaucoup. Voilà, on a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison. C'est-à-dire que souvent, on voudrait prouver qu'on a raison, mais en fait, c'est assez fatigant. Oui, voilà. Et par contre, être heureux parce que simplement, on peut être en lien. Je peux entendre que tu n'es pas d'accord sur telle chose que j'ai faite, et je peux entendre qu'effectivement, on a des besoins et qu'on a peut-être des points de vue différents sur telle prise en charge ou autre chose, mais ça ne m'empêchera pas d'être heureux. Et ça ne se remet pas en question forcément. Et non. Ta compétence. Et ça, c'est important, on ne l'a pas dit tout à l'heure, merci de le redire, à savoir qu'on peut avoir fait une erreur, mais ça ne nous remet pas en question comme professionnel. Donc on peut avoir cette forme d'humilité et surtout qui va contribuer à un partenariat en équipe et avec le patient aussi. Alors une autre petite citation là-dessus, voilà. C'est aussi très intéressant. N'écoutez jamais ce qu'une personne pense de vous, vous vivrez plus heureux et plus longtemps. Très souvent, on a peur, tu sais, de ce que l'autre pense de nous, qu'est-ce qu'il va penser de nous, on a peur de ce qu'on a pu dire sur nous, et je crois que là, on perd beaucoup d'énergie, quoi. Et la rumeur, effectivement, est très néfaste. Donc, c'est aussi, peut-être terminer là-dessus, que dans les équipes, développer, mais Pacte le fait aussi, hein, sur l'amélioration continue du travail en équipe, développer la capacité d'oser se dire les choses en face, plutôt que de se les dire par derrière. Les dire avec bienveillance, on a vu en parlant des faits, de ce qu'on ressent, de nos besoins en tant que professionnels, et en se faisant des demandes. Ça, c'est hyper important. Et puis, essayer de stopper les rumeurs, stopper les opinions, et se dire les choses en face. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Et même qu'on a fait beaucoup d'études de médecine, on a appris beaucoup de choses. On peut aussi apprendre à communiquer. Dans les études de médecine, on pourrait apprendre mieux à communiquer aussi. Oui, donc on va finir par juste citer, en fait... Voilà, donc de remercier Letty Gribouille pour ses illustrations. Que vous retrouverez sur son site apprentigirafe.blogspot.com. Voilà, et vous souhaitant à tous des relations fructueuses et surtout détendues, parce qu'en fait, on a tellement de stress au travail. Et ce qui nous rajoute du stress, c'est quand on ne sait pas comment dire les choses, quoi. Alors peut-être que si vous voulez avoir recours à Pascal, vous avez aussi ses coordonnées pour vos informations au sein de vos activités. Voilà, par Pascal et par ses collègues. Hein, et puis, on est en train aussi de créer une association que vous pourrez rejoindre. Et merci à Marie-Christine et à la prévention médicale. Merci à toi. Voilà, d'avoir pu refaire ce webinaire. Et merci à tous ceux qui ont participé. Donc, vous n'avez pas eu trop de questions, c'est dommage, parce qu'on aurait pu répondre, ou des réactions par rapport à ce que vous entendiez. Sinon, écoutez, le diaporama, cette fois-ci, n'aura pas eu de souci d'enregistrement. Enfin, je ne pense pas, je l'espère en tout cas. Donc, il sera potentiellement, on pourra forcément le revoir sur un replay d'ici quelques jours. Il sera mis en ligne sur le site. Et ceux qui n'ont pas pu le voir ce soir pourront le voir à d'autres moments. Et pour autant, vous pouvez aussi vous en servir si vous voulez vous en servir en termes de communication dans vos activités. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt, l'année prochaine pour le prochain webinaire. Voilà. Merci Marie-Christine.
Voilà, Cindy nous dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Ok, ben, c'est parfait. Bon, en plus on a été si bavards.